bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie et en direct depuis Rouen pour l'Armada, je suis à bord du Belem. Et ce que je vous propose, c'est un moment d'histoire, puisque je vous propose de rencontrer le commandant du Belem pour qu'il nous parle et qu'il nous fasse rêver au sujet de son navire. Voilà, c'est parti avec la magnifique barre de ce navire historique. Bonjour commandant. Bonjour Nicolas. Alors commandant, vous avez quand même dans votre vie d'officier de marine une chance inouïe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous ne commandez pas un porte-container, pas même un remorqueur de haute mer. Non, non, vous commandez le Belem. Alors c'est vrai que je suis très chanceux et au-delà de commander un navire, je commande un monument historique. Et ça aussi c'est très important. C'est beaucoup de fierté. On m'aurait dit étant petit qu'un jour je serais le commandant pour moi du plus beau navire français au moins. Ben, j'y aurais pas cru moi-même. Donc ouais, je suis très heureux de mon métier et je réalise chaque jour la chance qu'il m'est donnée d'exercer la profession de commandant à bord de ce navire. Ça fait combien d'années que vous êtes à la barre du Belem? C'est ma 7e saison de commandement. 7e saison. Et ça s'est fait comment? Concours? Recrutement? C'est toujours un concours de circonstances, étant donné que quand on est dans la marine marchande, nous possédons les brevets, comme vous l'avez dit, de pouvoir commander aussi bien des paquebots, des pétroliers, des gaziers, des câbliers, etc. Et dans cette flotte incroyable de la marine marchande, il y a une pépite, c'est le Belem. Alors moi, ça s'est fait sur une rencontre lors d'un chantier. J'ai pu monter à bord. Je ne suis pas passé par la coupée, moi je suis passé par la coque qui était percée pour faire des travaux de maintenance. Et en visitant le bateau, j'ai déposé un CV et j'ai été embauché quelques temps après, d'abord comme lieutenant, après quelques années plus tard comme second capitaine. J'ai fait des alternances entre la croisière et le navire Belem. Et puis en 2015, on m'a contacté cette fois pour devenir le commandant du Belem. À cette époque-là, j'ai fait un tout petit peu de yachting et je me rappelle, c'était pendant le Grand Prix de Monaco. Ils m'ont appelé et parmi le bruit des Formule 1, j'ai entendu cette phrase « Est-ce que ça vous intéresserait d'être le commandant du Belem ?» Et bien sûr, j'ai répondu oui. Oui, parce que même par rapport à un super yacht, il n'y a pas photo. C'est une fierté. En plus, le navire est nantais d'origine, 1896 à Nantes. Et quand on regarde de l'histoire, je suis le premier commandant nantais depuis 1914. Oh là 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 là. Alors, bateau nantais construit au fameux chantier du Bijon. C'était en quelle année? 1896. Vous seriez venu hier, le 10 juin, nous avons fêté les 127 ans du navire. 127 Ici ans même, du on a navire. pris un gâteau, une petite coupe de champagne pour honorer le navire comme il se doit. Et donc 1896 au chantier du Bijon, le chantier historique qui existe encore, la friche industrielle existe encore. Ouais. On a souvent l'occasion de passer à Nantes et c'est une tradition qu'à chaque fois que le bateau repasse devant son lieu de naissance, nous saluons ce lieu en cornant dignement le chantier qui a vu naître ce beau navire. Ce navire, il a quand même eu plusieurs vies dans sa vie de navire. Alors oui, c'est un survivant. C'est un survivant. On n'a jamais construit un navire pour que 127 ans plus tard, il navigue encore. Ouais. Alors, la première vocation du navire Belem, c'est un cargo à voile. Il n'y a pas de salle des machines, dédié au transport, vraiment un navire de la marine marchande. Il a été construit sans salle des machines. Sans machine. En 1896. Exactement. C'était quand même un sacré pari à l'époque. C'était quand même une construction type qui existait sur cette époque française où la construction des grands voiliers est accélérée par des lois fiscales, la loi de prime, et donc le Belem va bénéficier de ces plans. Et en fait, on est en plein boom de la construction navale de grands voiliers à coque métal en France. Donc le Belem est un petit grand voilier d'une certaine manière, construit comme on en a construit dans plein d'autres villes, Rouen, Saint-Nazaire, Bordeaux, etc. Et ce navire a été construit en à peine 6 mois. Et la vocation première du navire, c'était donc le transport de chocolat depuis la ville de Belem, d'où il tire son nom. Donc un navire de commerce. Et alors ensuite, il est devenu yacht. Alors yacht, mais ça s'est pas fait tout de suite. En fait, si on regarde un petit peu l'histoire du Belem, il y a plein de péripéties très intéressantes qui montrent qu'à chaque fois, c'est un concours de circonstances qui a fait que le Belem a pu continuer à naviguer. Il faut savoir que le Belem, son fret, c'était donc de partir de Nantes, d'aller dans la ville de Belem, chercher du cacao, et puis avant de revenir à Nantes, de passer par les Antilles, chercher du rhum et du sucre. Le premier voyage commercial du Belem en 1896 est une catastrophe, étant donné qu'un incendie majeur va se déclarer dans les cales, obligeant le navire à retourner à vide, ne pas terminer sa campagne, et pour retourner dans des travaux de renfort et d'aménagement de la cale qui avait été entièrement dévastée par les flammes. 2 ans plus tard, en 1898, c'est une collision majeure devant Saint-Nazaire qui oblige encore une fois le navire à retourner au chantier. Donc en à peine 2 ans, ce navire a connu les affres les pires menaçant un navire, c'est-à-dire une collision et un incendie.
Et puis ça sera surtout en 1902, le Belém arrive en rade de Saint-Pierre de la Martinique. Un navire juste devant lui se positionne, le Tamaya. Le Tamaya sera le dernier navire à rentrer en rade de Saint-Pierre de la Martinique. Le Belém arrivant 24 heures après sera donc lui mis au moulage dans l'anse du Robert, bloqué. Il n'a pas accès à cette rade. Heureusement pour lui, parce que le 8 mai 1902, la montagne Pelée, le volcan des Antilles, se réveille et rase entièrement la ville de Saint-Pierre, coulant tous les navires sur rade. Et le seul navire qui aurait escapé, c'était le Belém, parce qu'il était au vent de l'éruption et non pas sous le vent de l'éruption. À partir de là, le Belém, c'est vrai que c'est une histoire heureuse. En 1914, ce navire échappe à la Première Guerre mondiale parce qu'il est acheté quelques mois avant le début du conflit par le duc de Westminster, qui transforme ce navire de commerce en yacht. À partir de là, le Belém change complètement, change de pavillon, change de vocation. Un navire de transport, on en fait un navire d'apparat et de luxe. De, par exemple, 13 marins pour conduire ce navire français. On passe à 33 membres d'équipage pour 6 invités. 33 Ah, on est dans le yachting. Hein. Ah oui. Et puis on lui adjoint aussi une salle des machines. Le confort moderne arrive, bien sûr la propulsion, mais l'électricité, l'eau courante, l'eau chaude, etc. Pour faire vraiment un lieu de vie luxueux qui peut faire la navigation pour les 6 privilégiés qui peuvent embarquer à bord. Le duc de Westminster ne pourra pas jouer longtemps avec son navire, étant donné que le premier conflit mondial oblige le navire, bien entendu, à rester à quai pour transformation. Ouais. Et puis le duc de Westminster, en 1921, revend ce navire pour en acheter lui-même un plus grand. Et il le revend, cette fois, à la personnalité peut-être la plus connue qui possédera le navire, c'est Sir Arthur Guinness, le brasseur irlandais. Et c'est vraiment sous les couleurs d'Arthur Guinness que les aménagements sont terminés, tel qu'il est maintenant le navire. Les volumes existants n'ont pas changé depuis Guinness. Et puis Guinness, c'est lui qui emmènera là le Belém, qu'il rebaptise Phantom 2. C'est la première fois qu'on change le nom du navire. À travers le monde, de 1923 à 1924, il fera un tour du monde. Alors, il fera son tour du monde sans passer par les 3 mythiques caps, ni le Horn, ni Leewit, ni Bonne-Espérance. Ils passeront par les canaux, mais un très très beau voyage. Et puis ensuite, le bateau continuera à naviguer pour commencer sa 3e vie. Alors une 3e vie encore. Navire, il change de pavillon. Des Anglais, il passe aux Italiens. Il est baptisé Giorgio Cini. En fait, il est acheté par un comte vénitien qui, ayant perdu son fils dans un accident d'avion 2 ans plus tôt, en 1949, décide en 1951 d'acheter ce navire et de le mettre à la disposition de l'Institut Scilla, qui est une œuvre de bienfaisance basée à San Giorgio, une île en face de la lagune de Venise. Et le bateau, à partir de là, servira de navire d'entraînement pour les orphelins italiens. On montera jusqu'à 80 petits garçons italiens qui apprendront le métier de marin à bord. C'est une belle histoire, ça. C'est une très belle histoire. Et surtout, c'est qu'elle a continué. Ah oui. Dernier épisode, le retour au pavillon français. Du côté de Nantes. Alors, du côté de Nantes. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. En fait, le bateau va être dans un premier temps légué aux carabiniers italiens qui refont des transformations. La mâture que nous possédons actuellement a été faite par les carabiniers italiens. Changement des éléments en bois par du métal, les basses-vergues, etc. On rechange la motorisation. On regrée le bateau tel qu'il était parce que durant la période Cini, le navire d'un 3-mâts barque a été transformé en barque-quentin. Mais le projet va s'arrêter net et en dédommagement, ce navire Giorgio Cini est légué au chantier italien. Donc on se retrouve fin des années 70 avec un navire qui s'appelle le Giorgio Cini et qui est à vendre dans une cale sèche à Venise. Et alors là… Et toujours une rencontre, toujours une rencontre, une opportunité. Une opportunité, ça va se déclencher. La première, ça va être le docteur Luc-Olivier Gosse, un passionné qui a une association dédiée aux grands voiliers français. Et son rêve à lui, c'est de retrouver les grands voiliers français. La France n'a gardé aucun grand voilier français et il valide ce constat amer qu'en fait, on n'a pas su garder notre patrimoine. Et puis en voyage, un peu de villégiature, par connaissance, il va pouvoir visiter le Cini. Et en se baladant à bord, en arpentant les ponts, il va s'arrêter net devant une petite peinture assez naïve où c'était marqué Belém Nantes, que ni les différents armements français, ni Westminster, ni Guinness, ni Cini n'ont fait effacer. Et c'est peut-être le seul détail qui permettra l'identification peut-être par une des rares personnes intéressées au patrimoine maritime à l'époque. Là, c'est de la chance. Là, c'est de la chance. Au bon moment, au bon endroit. Au bon moment. Le bon coup d'œil. C'est ça. Et du coup, il va, avec son association, détecter ce navire. En faisant du patrimoine maritime français à 0 navire, on passe à 1 navire. Donc, il faut tout faire pour le sauver, tout faire pour le ramener en France. Et il va y avoir un mécénat qui va se déclencher sous l'égide de Jérôme Pichard, le directeur national des caisses d'épargne en France, qui va autoriser et lancer ce mécénat qui dure depuis maintenant 40 ans. C'est aussi, ça, c'est unique. Hein. C'est unique. C'est le plus grand mécénat sur la valeur cumulée en France. Ouais. Et ils vont donc racheter le Cini, le remorquer dans un premier temps à Brest
pour conservation, remettre en état le navire. Et puis ce bateau, il a une vocation nationale. C'est pas que le bateau des Nantais, c'est pas que le bateau des... Oui, parce que derrière la fondation, il y a un objectif quand même sur ce bateau. Oui, c'est un objectif. Première chose, il y a eu deux objectifs. Il faut conserver le navire et qu'il fasse partie du patrimoine national. Donc le navire va être remorqué à Paris au pied de la Tour Eiffel. Il va être transformé en musée avec beaucoup de bénévoles qui vont s'attacher à remettre en ordre le navire. On a un commandant, le premier commandant, le commandant Randier, un académicien de marine qui a une grande expérience, qui a encore la connaissance des grands voiliers, va permettre la remise en gréement du navire, la renavigabilité du navire et le destiner à sa vocation de naviguer. Premier objectif est rempli en 84, le navire est classé monument historique. C'est la première fois en France qu'on classe un navire monument historique. C'est incroyable quand on y pense, parce qu'aujourd'hui c'est tellement naturel. Ça paraît tellement naturel, mais il n'y en avait pas avant le Belém, donc on est content d'être un peu le fer de lance d'une certaine manière du patrimoine maritime français. Et puis aussi l'idée de rendre ce navire à la navigation. Alors le navire Belém n'est pas un navire école de la marine marchande. Oui, ça c'est rare, parce que sur cette armada, il y en a des navires écoles. Des navires écoles étatiques pour les cadets. Étatiques ou privés. Voilà, donc en France, on n'a pas de navire étatique de grande capacité pour un navire école. En tous les cas, le Belém n'est pas un navire de la marine nationale. Ce n'est pas un navire école de la marine marchande, c'est encore moins un navire de course, ni un navire de pêche, etc. Et on va lui donner quasi un statut unique sur ce type de navire, ce grand navire de 127 ans. On va lui donner le statut de navire école civile. C'est donc bien noté que tout le monde peut naviguer à bord. Et en 86, le navire réapparaît. Alors il ne commencera pas avec des stages, il va faire une transatlantique pour la célébration de la Statue de la Liberté. C'est un peu la reconnaissance internationale du Belém. On le voit en couverture de Life Magazine, devant les tours de Manhattan, devant la Statue de la Liberté bien entendu. Et puis ensuite, à partir de là, le Belém navigue et il accueille à son bord 48 stagiaires. Le Belém, j'ai cœur à le dire, c'est pas grâce à son équipage qui navigue, c'est grâce aux stagiaires qui chaque année se présentent, près de 1200 stagiaires, qui franchissent notre coupé et c'est eux qui font les voiles, c'est eux qui gouvernent le bateau. Nous, on est un personnel d'encadrement qui permet à tous les Français de venir et de faire naviguer le Belém sous voile comme il y a 127 ans. Il y a combien d'équipages, de membres d'équipage? Alors nous sommes 16 membres d'équipage professionnels issus de la marine marchande, divisés en 2 corps. 5 officiers l'état-major et 11 membres d'équipage, personnel d'exécution, cuisiniers et matelots et un bosco. Et les stagiaires? Et les stagiaires. Combien alors? Alors les stagiaires, 48. Donc 48. Sur ce navire de 58 mètres, nous sommes 64 à la mer. 64. Et le programme concret, c'est des navigations qui durent combien de temps? C'est des stages, on appelle ça des stages, de 3 à 5 jours. Le Belém fait son périple, les stagiaires arrivent au point A et débarque au point B. Donc lorsqu'on va quitter la parade de Rouen dimanche soir, nous serons à Honfleur où nous aurons débarqué les gens de la parade et nous embarquerons immédiatement 48 personnes pour destination 48. Bordeaux. Et on s'inscrit comment? fondationbelém.com et vous cliquez sur Je veux embarquer. Et alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce stage concrètement? Parce que ce navire, c'est pas un voilier ordinaire. Il n'y a pas de winch, il n'y a rien de moderne, c'est classique. Tout est à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout à l'ancienne. Tout le gréement n'a jamais changé. Le gréement n'a jamais changé dans sa conduite. Donc les gestes qui sont faits à bord, ce sont des gestes perpétués depuis plus d'1 siècle. Donc il y a une vraie transmission du savoir maritime. Alors vous me demandez qu'est-ce que font les stagiaires? Eh bien, ils font tout. Ils font tout. Ils font la barre, ils font l'entretien du navire, le poste de propreté, ils font la veille, ils font le quart de nuit aussi. On les réveille la nuit, c'est eux qui assurent la permanence de conduite du navire. Et donc c'est vraiment, on a l'habitude de dire que les stagiaires font tout à part la cuisine. Et le reste, c'est eux qui s'occupent d'envoyer les voiles, c'est eux qui font la veille, qui vont pouvoir barrer ici même. Imaginez-vous à 2 h du matin, 1200 mètres carrés de voilure, 127 ans sous vos pieds qui naviguent. Et 1200 mètres carrés de voilure. Oui, 1200 mètres carrés de voilure, 800 tonnes de déplacement. Et c'est vous qui êtes à la barre. Et c'est vous qui gouvernez le Belém. Alors justement, on le ressent comment le Belém quand on est à la barre? Parce que sur un voilier léger, je ne sais pas moi, un Hamel, c'est pas léger, mais un Hamel ou sur un Océanis 50 ou sur un Bavaria 38, on a des sensations à la barre. Là, à la barre du Belém, c'est quoi les sensations? Alors les sensations, c'est qu'on réalise vite que c'est un bateau lourd. Un bateau lourd avec un emport. Le Belém, qu'on soit bien d'accord, est un bateau de transport. Il n'a jamais été fait pour la vitesse. Lorsqu'on table, nous, et qu'on fait des plannings, en vitesse moyenne sous voile, on compte 4 nœuds. L'idée, c'est le transport et l'emport et pas la vitesse. Donc vous avez quand même 800 tonnes qui sont en accouplement mécanique sur cette barre en direct sur la mèche de safran qui fait 7 mètres carrés. Donc vous avez des contraintes énormes. Donc le bateau n'est pas léger. Alors justement, quand on en a... C'est assisté là-bas? Pas du tout.
Oh Vous êtes là sur là. un système de vis qui incrémente, coupé dans. Vous voulez venir voir si vous voulez. Ah, chers amis, là, vous êtes, on est en direct. Voilà, vous avez ici le système de barre. Donc en fait, cette vis sans fin, avec pas inversée coupant de sens, coupée dans le sens de la longueur, fait que lorsqu'on tourne la barre, ça incrémente un pas de vis dans un sens et ça décrémente le Dans pas de l'autre. vis. Et c'est ce levier qui va articuler la mèche de safran qu'on va trouver juste ici. Donc vous êtes vraiment sur un accouplement mécanique direct, aucune assistance. Et c'est la barre de gouverne principale du navire. Le Belém, on a coutume de dire qu'il a les critères de sécurité de tous les navires que vous pouvez rencontrer dans le monde, tous les navires modernes, les GPS, les radars, les stations GMDSM, etc., le téléphone satellite. Il y a deux choses, il y a une seule chose que le Belém n'a pas, et qui change toute la vie à bord. Le Belém n'a aucune gouverne automatique. Nous Il n'y a n'avons pas de pilote automatique. Non. Il y aura toujours quelqu'un à la barre du Belém. Comme Alors des toujours. fois on en met 2, des fois on en met 3, des fois on en met 4, et on est même monté à 5 barreurs. Parce que la barre, si vous la lâchez, c'est la pire chose qui peut se passer. Le navire va donc être libre de son safran. Comme tout navire, il est ardent, il va se présenter face au vent. Et lorsque vous avez 1200 mètres carrés de voilure qui se mettent à Face au compte, vent. il faut vite réagir. Waouh, waouh, waouh. Et alors, ces stagiaires, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Parce que personne ne possède un navire comme le Belém. Et ce qu'ils apprennent sur votre navire, ils pourront rarement l'utiliser ailleurs quand même. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre ça. En fait, l'idée de se dire je vais tout comprendre à bord du Belém, je vais comprendre la technicité, c'est une chose. Mais au bout d'un moment, il y a autre chose qui va se passer sur le Belém. En fait, C'est l'humain. Il y a de l'humain. Il y a une immersion déjà dans l'histoire. Ouais. Certains se prennent à rêver de se dire mais le geste que je fais 127 ans avant moi, qui était à la barre de ce navire? Donc il y a une immersion dans l'histoire et c'est une aventure humaine très très riche. Il faut savoir que sur un petit bateau, 48 personnes qui dorment ensemble, ils sont répartis en 4 cabines de 12. Donc une promiscuité sociale qui va se créer. On va rencontrer des gens qu'on n'aura peut-être pas rentrés dans la société et surtout tout le monde va travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est épaule contre épaule qu'on tire sur les voûtes et on se rend compte de la force du groupe par rapport à l'individualité. Donc il y a une remise en question des valeurs de la société qui change complètement à bord du navire. Imaginez-vous, toujours 2 h du matin, vous avez quitté la barre, on va vous demander d'aller à la veille devant. La veille visuelle est obligatoire sur tous les navires en permanence, le Belém compris. Donc vous allez être à l'avant, il fait noir, vous êtes en pleine Seul. nuit, vous êtes avec quelques gens que vous avez connus depuis 24 heures, à qui vous avez déjà partagé la cabine de 12, donc une certaine collectivité. Et les discussions qui vont se passer, les rencontres qui vont se passer dans cet univers complètement hors du temps et hors de la réalité qu'on connaît actuellement, ben vous allez rencontrer des gens formidables. Et vraiment, il y a une cohésion sociale. On se rend compte à la fin, quand les gens débarquent, cette émotion eux-mêmes qu'ils ont à quitter le navire, bien entendu, mais eux-mêmes aussi à se quitter entre eux, avec échange de mails, de numéros, on s'appelle. On a même des stagiaires qui ont presque créé une promotion en se disant ben moi j'ai rencontré un tel Promotion en telle, Belém voilà, en telle année et on revient chaque année. 2010. Voilà, ça crée du lien, ça crée un lien très très fort humain. Ça crée un lien très fort. Et surtout, ce qui s'est passé la pandémie, les gens ont besoin de retrouver cette ambiance où des contacts simples, une envie de bien faire tous ensemble sur un but commun, sans juger les origines, le cadre social, fait que c'est très enrichissant. Il y a une deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'équipage est quand même un personnel d'encadrement sous mon autorité et donc il y a une certaine organisation et les gens sont obligés de se laisser driver, se laisser conduire dans les tâches quotidiennes. Donc il y a aussi cette détox un petit peu des portables. On est en pleine mer, on n'a plus les portables, on n'a plus les mails et on se laisse vivre au gré du navire. Une fois que la voilure est établie, on n'est pas toujours dans des réglages, on a des activités connexes. Donc naviguer aussi sur des stages de 3 à 5 jours, le temps va se diluer. On va retrouver du temps pour soi-même, on va se réveiller un matin, il n'y aura plus un amer en vue, vous serez sur 360 degrés de bleu autour de vous, 3000 mètres d'eau sous vos pieds. On réalise à quel point on est petit et puis on se laisse vivre. C'est quand la cloche sonne qu'on va manger, on mange selon son service, on ne décide pas quand est-ce qu'on va manger. Donc il y a aussi c'est hors du temps. Cette hors du temps et puis cette décharge un petit peu stressante de ne plus avoir à décider. C'est le bateau et l'équipage qui va décider un petit peu ce que je dois faire quand je suis à bord. Et donc on se laisse conduire, et on se laisse amener. Ça se passe très très bien. Tout le monde sait faire le lâcher prise d'une certaine manière et se concentre uniquement sur l'humain, sur le bateau, sur son expérience propre. Donc vraiment aussi une immersion très très intéressante pour soi-même par rapport à où on en est dans la vie. Alors il n'y a pas que ça, il y a de la technicité, il y a des cours théoriques, au quotidien on explique des choses, des nœuds, etc. Et donc c'est tout ce champ de possibilités qui fait que chacun fait un peu son stage Belém à sa sauce. Et c'est des gens qui connaissent quelque chose en voile ou des fois vous avez des gens qui connaissent rien? Mais heureusement qu'on a des gens qui connaissent rien. Aucun prérequis n'est demandé pour embarquer sur le Belém. Vous pouvez embarquer à partir de 14 ans. Si vous savez nager, on peut vous embarquer.
en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a la joie d'avoir des gens qui n'ont peut-être mis jamais le pied sur un navire. Pour la première fois sur l'eau, d'être sur un bateau comme le Belém, c'est quand même pas mal comme première expérience. Ouais, après, quand on monte sur plus petit… Voilà, alors après, il y a des gens qui ont bien sûr leur propre bateau, qui ont une connaissance, mais cette connaissance, elle est remise à plat. Comme vous l'avez dit, personne n'a 3 mâts chez lui. Donc même un très bon plaisancier aguerri, ici, doit remettre toutes ses bases de navigation et puis comprendre qu'en fait, il ne sera pas skipper du bateau. Ça, et donc, sûr. De travailler en équipage aussi, ça refait voir la mer d'une autre manière. D'une autre manière. Prochaine étape, Honfleur, et après Honfleur, ce sera quoi là? Alors Honfleur, c'est vraiment un petit départ intermédiaire. Nous allons à Bordeaux pour la fête du fleuve. Et ensuite de Bordeaux, ça sera Bayonne. Et puis après, le Belém commencera sa descente en Méditerranée. Et à chaque fois, c'est les étapes. C'est les étapes avec des stagiaires. De belles escales attendues au mois de juillet-août avec Madère, les Canaries, avant de repasser Gibraltar et de terminer notre saison en Méditerranée. Ah, c'est beau ça. En conclusion, quand on regarde le Belém, il est quand même sacrément moderne, commandant. Parce que aujourd'hui, dans la marine marchande, il y a quand même un grand retour. Et on le voit au bout de la presqu'île, là. Je ne vais pas me retourner. La canopée. Alors la canopée, c'est un navire dont on avait parlé. Rappelez-vous, chers amis, c'était il y a au moins… c'était avant Covid, c'est au moins il y a 3 ans. Oui. C'est avec son architecte. C'était à Marseille. Parc… je ne me rappelle plus trop. C'était Euromaritime. On parlait de canopée. Un cargo à voile. Et en fait… on boucle la boucle, le Belém sur cette armada, c'est un précurseur, le précurseur du transport maritime de demain. Précurseur, on ne pourrait pas dire, c'est-à-dire qu'on réalise que le vent, cette énergie gratuite, permet de compléter des réalités de marché. C'est très important pour un armateur de toujours se dire j'ai du fret à transporter. Ne l'ignorons pas, dans le milieu de la marine marchande, le fret est prioritaire et les contraintes des marchés très exigeantes sur le timing et les délais. Si on accorde une certaine souplesse à certains délais et que le bénéfice direct de pouvoir économiser des soutes qui sont condamnées à disparaître d'une certaine manière, on se rend bien compte que d'ici peut-être 50 ans, 100 ans, je ne sais pas, les énergies fossiles seront remises en cause. On est dans un bouillonnement de recherche d'énergie plus propre et plus vertueuse et c'est vrai que la voile, c'est une carte à jouer pour les armateurs. Donc beaucoup de projets se créent pour le transport de fret à la voile. Et c'est vrai que d'avoir ce Belém comme symbole de ce qui a été fait à une époque, l'âge d'or des grands voiliers a été très très court, c'est 50 ans à peu près dans l'histoire de la marine, supplanté rapidement par la vapeur, puis par les diesels, mais ça a marché. Et si ça a marché, avec les moyens modernes que l'on possède actuellement, si on combine cette technique vieille comme le monde de faire naviguer des voiliers, avec les moyens modernes de navigation, on se rend compte que oui, le Belém montre que ça a été possible, et aux moyens modernes de navigation qu'on possède maintenant, on peut le faire, on peut réaliser du fret à la voile. Donc c'est un petit peu le nouveau monde qui se retourne sur l'ancien monde de la navigation en prenant le Belém parmi un exemple parmi tant d'autres. Mais quand on voit tous ces grands voiliers, ils se propulsent à la voile. Donc oui, ça reste possible. Merci beaucoup, commandant. Je vous en prie. Voilà, puis moi je vais vous quitter quand même avec un gros plan qui nous fait tous rêver. Voilà, c'était en direct depuis le Belém avec son commandant. À très bientôt sur Bateauscopie.